Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui on continue avec mon invité Ed Wood à revenir sur la carrière de Quentin Tarantino. Hier on a parlé de l'âge d'or, voilà, de ce qu'on estimait être le meilleur chez le bonhomme, et aujourd'hui on va parler des choses qui tâchent, des choses qui fâchent, j'ai envie de vous dire. Et Ed Wood, est-ce que je peux avoir ton ressenti, parce que j'ai bien compris qu'apparemment c'était pas trop ton délire. Et je t'avoue que je suis assez étonné parce que je sais que tu es fan de cinéma asiatique. On va donc parler de Kill Bill 1 et 2. Un Kill Bill 1 et 2 qui ne font pas d'ailleurs que pomper le cinéma asiatique, le cinéma hongkongais, le cinéma japonais, en tout cas dans le premier. Puis dans le deuxième, on va même pomper voilà, des western spaghetti, De Palma, enfin, j'en passe et des meilleurs. Euh, Moi, personnellement, en tout cas, le premier Kill Bill, je le trouve très très bien. J'adore ça. Il fait comme Matrix en plus. Ils vont pas juste pomper Ian Whopping, ils vont le chercher même. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Ils vont vraiment chercher le bonhomme. C'est lui qui chorégraphie. Donc un chorégraphe de, par exemple, Il était une fois en Chine de Choi Ark, un génie qui trouve toujours des choses nouvelles dans les chorégraphies de combat, etc. Et c'est vrai que c'est Matrix aussi un peu grâce à lui. Et dans Kill Bill, c'est absolument estomacant. Je veux dire, les scènes d'action sont juste complètement folles. D'ailleurs, petite parenthèse, il existe un coffret japonais que je vous montre ici. C'est la version japonaise en fait de Kill Bill, et c'est la seule version au monde en fait où la partie en noir et blanc du film est en couleur et où cette partie-là est non censurée, avec des membres coupés, du sang qui gicle partout. Enfin, c'est complètement ouf. À l'époque, il disait, Tarantino, non, le public occidental n'est pas prêt pour voir cette version. Donc, cette version en physique n'existe que comme ça, n'existe que dans ce coffret collector japonais. En revanche, vous pouvez trouver la scène en intégralité si ça vous intéresse sur ma chaîne. J'en ai fait un, ça s'appelle Kill Bill Uncut. Je vous laisserai le lien en description. Et je vous ai mis la scène en couleur en entier avec un comparatif, etc. Donc voilà, c'est très intéressant et c'est une dinguerie. Donc voilà, petite parenthèse. Ed Wood, c'est quoi ton problème avec Kill Bill? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est le côté kaléidoscope et oui, accumulation de scènes et oui, en fait, c'est plusieurs scènes qui sont mises bout à bout, qui se répondent bien, qui s'enchaînent bien, qui vont au bout d'une histoire, mais qui ne m'intéressent pas du tout et qui sont moins digérées, je trouve, que dans les 3 premiers, c'est-à-dire moins réinterprétées par lui. C'est plus plaqué comme ce que c'est Tel au quel. départ, en fait. Tel Ouais. quel, oui. Donc c'est beaucoup plus postmoderne encore, sans avoir de discours dessus. Et Ouais, c'est pas puis, faux. C'est vrai que c'est vrai que ça fait un peu best-of. Ça oui, fait un peu voilà, c'est best-of ça. à l'américaine. Je suis assez d'accord sur ça. Il n'y a pas de Et réinterprétation. Il prend pas l'idée comme De Palma pour la pousser plus loin. Juste, il se contente de refaire un peu la même chose en réalité. je trouve, d'une part par rapport à ce que lui a fait, et d'autre part parce que par les références qui pompent, quoi. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste pareil. Donc ça m'intéresse moins. Et oui, cette scène en noir et blanc, en fait, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas, et pourquoi c'est en noir et blanc?» Et je sais pas si on peut dire un vrai noir et blanc ou un faux noir et blanc, mais là, ça se voit que c'est un faux noir et blanc. Je sais pas comment dire, que c'est juste, les couleurs qui sont désaturées pour obtenir ce noir et blanc, et du coup, je trouve que c'est très plat. Cette scène est très, très plate. Tout est au même niveau, en fait, on distingue pas trop ce qui se passe, alors que quand tu la vois en couleur, elle est magnifique, en fait. Même si elle est beaucoup plus violente et plus gore, tu sens qu'elle a été faite pour être montrée en couleur. Ouais, c'est sûr. Et ça perd beaucoup, en fait, ce noir et blanc, et je pense que si je l'avais vue en couleur, cette scène-là, ça m'aurait un petit peu changé le point de vue que j'ai sur le film. Je l'ai vu à part, j'ai pas vu cette version complète du film, parce que je l'ai pas. Tu dis, elle est en import, celle-là?
Ouais, c'est un import japonais uniquement, en Oui, c'est ça. DVD. En DVD Il doit être uniquement. hors de prix en plus. Ah bah c'est Et introuvable. je n'ai vu que la scène découpée du reste du film, tu vois. Mhm. Mais à l'époque, j'étais très Oui, sensible à ça. Je sais pas. parce qu'il y a d'autres petites bizarreries hein, dans le montage japonais. Par exemple, tu sais, Oui, tu as des membres en moins, tu as ouais, des. Enfin, il y a la française à qui on coupe un bras, hmm. et en fait là, on lui coupe le deuxième bras. Oui, Donc oui, oui, c'est, il il y a y des a, trucs il y a ouais, des choses comme des ça. petites choses en plus. Mais je sais pas, à cette époque-là, j'étais assez sensible parce que j'avais beaucoup aimé le côté hémoglobine des autres films qui sont comment, irréalistes. C'est pas le sang tel qu'on le verrait, mais qui sont très, enfin, c'est des projections très picturales, sanglantes. En fait, dans Reservoir Dogs, donc enfin, ça, pardon, c'est en noir et blanc. Hein, enfin, c'est très désaturé, mais on voit quand même le sang. Pulp Fiction, il y a une très belle couleur vermeille sur leur costard. Ça bouge pas et ça rehausse vraiment l'image. Alors que le sang, on sait que ça devient marron très vite et que c'est assez moche. Mais il y a quelque chose de très beau. Et dans les films, je sais pas, par exemple, à l'époque, j'avais vu Zatoichi, le remake de Kitano. Kitano, C'est peut-être un peu avant, un peu après, je sais pas. magnifique Mais ils film, avaient Kitano. remplacé le sang en numérique et ça faisait plus du tout le même effet, quoi. Et là, c'est le fait de passer en noir et blanc, ça me procure à peu près la même déception. Sinon, moi, toi, tu as aimé le 1, mais j'ai préféré le 2. Pareil Ouais, pour ce côté. alors moi j'aime bien le 2. Bah, déjà, en tout cas, juste petite parenthèse, je reviens juste un tout petit peu sur le 1. Moi, ce que j'aime bien quand même, Oui, c'est que, et ça c'est toujours ça avec lui, c'est que bah, grâce à Kill Bill, il y a énormément de gens qui ont envie de découvrir les films asiatiques, les films de Hong Kong, que du coup, il y a énormément, ça devient un peu la mode, tu vois, les films produits par Tarantino. Tarantino a dit que c'était bien, Iron Monkey, le film préféré de Tarantino, et du coup, les on se films retrouve dont avec il s'est inspiré, et tout ça. voilà, Ouais. du coup, tu te retrouves avec plein de sorties cinéma de vieux Ouais, ça, films c'était chouette. géniaux. Tu fais ah ouais, trop cool. Et du coup, ça devient une sorte d'ambassadeur, tu vois, de caution Tarantino. Tu vois, boum, tu mets le tampon. Donc ça, c'est assez cool. Et effectivement, le deuxième, je l'aime bien. Hein. Moi, j'adore. En plus, La mariée était en noir. Enfin, tu vois, quand j'étais petit, c'était un film un peu culte. Et donc, il y a vraiment cette vibes-là, le côté de Palma à mort. Voilà, ça me plaît. Mais on va dire que c'est un film qui est instantanément moins jouissif peut-être pour moi qui suis un gros bourrin et qui aime bah, justement La bagarre. la bagarre, voilà. Là, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus long. Je me dis, bon, il a tout mis, quoi. Je me dis, il a rien enlevé, quoi. Vraiment, il a tout mis à l'intérieur. J'ai le sentiment, quand même, que pour ce que ça raconte, Kill Bill, c'est vraiment beaucoup trop long, quoi. Oui, ça c'est pas faux. 2 volumes, c'était pas forcément nécessaire. Mais moi, j'aime bien ce rythme lent du deuxième. J'aime bien la mélancolie qui s'en dégage. J'aime bien le retournement de situation final où tu finis par avoir une once d'empathie quand même pour des personnages qui sont horribles tout le long. Ouais, c'est quelque chose d'un peu plus personnel justement. Là, je trouve il digère mieux les références et il en fait quelque chose de plus Tarantino que le premier. Et c'est en ça que j'ai plus été emporté par le deuxième, qui est vraiment quelque chose qui est dans sa tradition à lui, plus que dans la tradition des films auxquels il se réfère, quoi. Hmm. Et quand... alors c'est marrant parce que lui, il ne le considère même pas comme un film de sa filmographie. Nous, on a c'est particulier en France. Hein, je parle de Boulevard de la Mort. Là, on saute un petit peu une étape. En fait, en France, on a la version longue du film. On a deux films séparés. Donc un de Tarantino, un de Rodriguez, Planète Terror. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout ça. Ils ont un double programme. Ils ont des films qui sont plus courts, qui sont montés ensemble avec de fausses bandes annonces. Et donc, il considère même pas que c'est un film dans sa filmo, tu vois, parce qu'il veut faire que 10 films. En fait, celui-là, il compte pas en réalité. Et pourtant, moi, je le trouve assez fou pour une raison. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou pas. J'estime que c'est la meilleure poursuite de toute l'histoire du cinéma, moi. J'adore les poursuites de bagnoles. Alors, on peut dire une des meilleures, hein, mais je pense que c'est la meilleure, moi, pour moi,
tout simplement parce qu'il a eu une idée de génie, c'est qu'il a pris la cascadeuse de celle qui faisait toutes les cascades de Uma Thurman, Zoé, comment elle s'appelle? Zoé Bell, c'est ça? Zoé Bell, tout à fait. Et en fait, il lui fait jouer la comédie. Et pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'à la fin, c'est l'héroïne principale, donc qui est cascadeuse, qui est vraiment sur la bagnole, qui fait absolument tout en gros plan, avec des voitures lancées à pleine vitesse. Et en fait, on n'a jamais vu ça dans aucun autre film. Dans aucun autre film, tu vois aussi longtemps l'héroïne principale ou le. Alors il y a bien, tu vois, Belmondo qui fait le malin sur son métro et tout, mais je veux dire, là, c'est des scènes de dialogue en entier. Enfin, je veux dire, le truc ne s'arrête jamais. En plus, il a fait appel en fait, dans chaque plan, chaque petite intersection de cascades supplémentaires, il a rappelé des vieux de la vieille. Tu vois, en fait, c'est vraiment un film sur les cascadeurs avec un hommage. À chaque fois, c'est Bidule qui a travaillé avec un tel qui revient spécialement pour faire sa cascade particulière, etc. C'est une sorte de maxi best-of. Et donc, quand je vois ça, moi, je suis estomaqué en fait par la qualité du truc. En plus, le film en tant que film, je le trouve drôle, je le trouve marrant. Voilà, les dialogues, enfin, tu vois, le côté girl power du concept, Kurt Russell, tout ça, ça vraiment, ça me fait beaucoup rire. Mais comme tu disais tout à l'heure, là, c'est vraiment mon côté bourrin. J'adore les poursuites de bagnole. Il y a peut-être quand même un truc qui commence à ronfler un tout petit peu de toutes les références, les fausses bandes annonces. Voilà, on commence un peu à s'auto-parodier, j'ai l'impression, chez Tarantino. C'est s'auto-satisfaire même. Tu vois, en fait, Ouais. lui, il est satisfait, il va pas plus loin. Et ça commence à être un monstre qui se dévore lui-même. Tu sais, comme ce qu'on dit d'Internet, à un moment, ça va devenir cheaty, toutes les IA et tout ça, parce que au départ, ça pompe de la matière première, et puis après, on en arrive au niveau où la matière première a déjà été pompée, on la repompe, et on repompe, et on repompe. Et c'est ce point-là qu'il atteint et, avec ce film, j'ai l'impression. Moi, j'ai des vagues souvenirs du film, j'ai vu qu'une fois. Je me souviens plus du Rodriguez, qui m'avait fait à peu près le même côté jouissif que Une nuit en enfer, mais en moins bien. Mais il y avait des scènes que j'avais bien kiffé. Par contre, le Rodriguez, je l'ai revu et je l'ai trouvé beaucoup moins bon après. Il supporte pas Non, pas la tellement. deuxième vision. Mais sur la première vision, j'étais très satisfait. Et là, celui-là, je l'ai même pas vu 2 fois. J'ai des idées assez claires sur le film. Les plans sont assez marquants quand même. Le premier assassinat, le kickage final, le kickage final est assez jouissif et tout ça. Ouais, tout ça, je m'en souviens. Mais là, tu te dis, ah ouais, il va y avoir le plan sur le pied. Ah ouais, il va mettre une bonne musique dans le jukebox. Ah ouais, il va y avoir un dialogue avant de la tuer. Ah ouais, il va. ouais. Et là, ça y est, j'étais dans la redite et dans la répétition et plus du tout dans la découverte. D'autant que tu disais tout à l'heure, le triptyque originel, on l'a vu, on était ado, jeune adulte, et moi personnellement, j'avais pas encore toute la cinéphilie qui me permettait de comprendre ce qu'il avait piqué ou ce qu'il avait pas piqué. Mais entre-temps, je me suis rattrapé, j'ai fait des études de ciné, j'ai vu des films, j'ai lu et tout à coup, quand on a les références, on se dit ouais, quand même, il y a certains trucs, il s'est pas fait chier. Un peu comme quand tu découvres un sample d'un morceau, et que en fait le sample, c'est juste la musique originale, même pas pitchée. À Dr. Dre, il s'est pas fait chier. Hein. Oui, voilà. Quand tu écoutes David Axelrod, l'original, tu dis bon bah il a rajouté un beat quoi. Et là, je commençais un petit peu à avoir ce même sentiment avec Tarantino, tu vois. Et puis voilà, avec par exemple, La mariée était en noir, t'en parlais pour le Kill Bill 2. Bah c'est tellement évident en fait. Et lui, il nie tellement l'évidence aussi parce qu'il n'en démord pas. Il a jamais vu ce film-là, alors que tu as des plans, c'est les mêmes et tout. Enfin, bon, je sais pas trop. C'est vrai que c'est bizarre. Ça se trouve, c'est vrai. Hein. Ça se trouve, il oui, l'a jamais vu, hein, mais c'est bizarre. Hein.
Parce Mais que ça m'a. C'est là où j'ai commencé un petit peu à déboulonner l'idole. Enfin, ça faisait un moment déjà, mais hmm, j'étais souvent sur la réserve avec Tarantino, comme j'ai pu l'être, je sais pas, avec Gainsbourg aussi, ou quand j'étais ado, mais j'adorais tout ce qu'il faisait. Et puis après, tu découvres que il a tout pompé à des artistes africains, à des artistes classiques, à des artistes moins connus, etc. Et à partir de là, tu parlais de scènes dans la première émission, il empilait les scènes. C'est ce que je vois dans les films qu'il fait à partir de Kill Bill. Et je peux trouver une scène sympa dans un film, mais le film, en général, j'adhère rarement en entier sur le film. hmm. Est-ce que ce film-là va te faire changer d'avis? Pas sûr. Alors là, pour le coup, c'est son moins bon pour moi. C'est celui que j'aime le moins, même si je l'aime bien quand Ouais, même. C'est vrai que Christopher Waltz, c'est incroyable. Et la direction d'acteur, elle est positivement géniale. C'est vrai que les scènes prises indépendamment les unes des autres, elles sont très bonnes. Notamment celle d'ouverture avec un ami à toi, il me semble bien. ouais. Elle est incroyable, complètement culte. Mais là, pour le coup, on ressent vraiment, vraiment le côté une scène après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est assez curieux. C'est un film, en fait, où la mayonnaise ne prend pas pour moi. Je reste complètement en dehors. C'est une des premières fois aussi où il s'amuse à, et ça va devenir un peu une marque de fabrique, à redéfinir le réel, c'est-à-dire à prendre des éléments existants et en faire un peu ce qu'il veut. Donc c'est intéressant. Donc gros spoiler, mais j'espère que vous avez vu le film, mais bon, on va spoiler quand même. Donc il y a Hitler, évidemment, qui se fait shooter à bout portant, etc. Je trouve que c'est la meilleure idée du film, d'ailleurs. C'est très intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce film, par exemple? Est-ce que ça te conforte dans la déconvenue du bonhomme? Alors là, sur celui-là, c'est un peu plus compliqué parce que, comme tu dis, j'ai un ami qui joue dedans. Donc, j'étais plutôt à chialer de voir mon ami faire une scène magistrale, la scène d'ouverture. Un Donc ami c'est avec Denis qui Ménochet, hein, on le dit. Oui, Denis Ménochet, ouais. En fait, on était au lycée ensemble et après Pulp Fiction, on faisait des tarantinades de notre côté. Je réalisais, je le dirigeais et je lui faisais faire des dialogues écrits à la sauce Tarantino, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup moins bien. Mais déjà, il avait quelque chose il arrivait à sortir quelque chose avec une écriture moyenne. Mais oui, l'ouverture du film, je vois mon pote. J'ai la petite goutte de sueur de savoir est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va pas être bon. C'est Tarantino. Je le vois, je me dis, ah, est-ce qu'il manquerait pas un petit peu d'épaisseur pour le personnage et tout? Parce qu'on sent qu'il essaye de se vieillir, Enfin, moi qui le connais, en fait. Ah, moi, je vois pas du tout ça, mais Mais oui, vas-y, c'est mais marrant. tu C'est vois, marrant de le voir. c'est Ouais. super dur de voir quelqu'un que tu connais Ouais. et endosser un rôle. Et puis, il n'avait pas l'épaisseur qu'il avait maintenant. Tu vois, une épaisseur naturelle, même de Oui, corps. oui, Tu oui. vois, Il est il plus était beaucoup fluet, plus là. fin, Ouais. beaucoup plus fluet. Et tu sens que le personnage, ça doit être un paysan lourd, quoi, ancré dans la terre. Et il est à la limite. Mais il joue super bien. En face de lui, là, Christopher Wells, qui, je pense, l'aide beaucoup à jouer bien parce que c'est dur de jouer mal avec quelqu'un comme ça en face. Parce que même Shoshana, elle joue bien ses scènes, quoi. Enfin, C'est vrai qu'on l'a pas dit ça non plus, Tarantino, mais directeur d'acteurs extraordinaire ouais. qui t'impose des acteurs que tu connais pas, comme Christopher Waltz, et aussi quelqu'un qui ressuscite des carrières, hein. Ah Je veux oui, dire, oui, Travolta. Travolta qui était complètement au Ouais. fond du trou, je sais pas, des David Carradine, des n'importe quoi. Tu vois, il te les reprend, et puis tu es là, tu te dis presque, merde, comment est-ce qu'on a pu se passer d'eux, quoi? C'est assez fou, quoi. Ouais, mais le cas de Travolta, il est intéressant parce qu'il a quasi créé un monstre, quoi. Parce qu'il y a eu un revival Travolta, mais à l'overdose, quoi. Incroyable. On le voyait Incroyable. partout et Ouais. c'était limite écœurant. Enfin, moi, même, c'était franchement écœurant au bout d'un moment parce que j'avais vu une interview où il disait j'étais là à deux moments cruciaux de l'histoire du cinéma. J'étais là pour La Fièvre du samedi soir et pour Pulp Fiction. Enfin, il a vraiment pris l'énorme testasse après Pulp Fiction quand même. Mais oui, oui, pour en revenir à Inglourious Bastard, il y a vraiment cet enchaînement de scènes avec des scènes qui sont parmi les meilleures de ce qu'il a fait, je trouve. Moi, la scène du post-it, du jeu du post-it,
mais elle est géniale. Mais c'est un court-métrage génial. Ouais, c'est Pour moi, ça. c'est une des meilleures scènes qu'il a C'est une réalisées. succession de Parce qu'il courts-métrages, en fait. C'est un peu il y ça. a, il y a une tension telle. Mais comme on disait en première émission, là, il y a vraiment la conjonction entre l'écriture théâtrale, la mise en scène à la fois théâtrale et la mise en image, la narration visuelle, qui est à son point d'orgue. Franchement, cette scène-là, elle est phénoménale, elle est jouissive, mais comme on le disait, il ne fait que se redire, quoi. Ces trucs-là, ça se termine en Mexican standoff, là, en impasse mexicaine, plus. Ouais. Mais C'est on très les a drôle. déjà vus, on les a déjà vus, ne serait-ce que dans Reservoir Dogs, qui est, voilà, là. Non, c'est pour ça que ça reste satisfaisant, mais clairement, on voit les limites. Là, on voit les limites de Tarantino. Est-ce que tu trouves que ça va pas un petit peu mieux avec Django? Là, je l'ai revu dernièrement, j'ai quand même bien apprécié. Je trouve qu'il y a un peu de mieux quand même avec Django. C'est un meilleur film pour moi qu'Inglourious Bastard. Les prestations des comédiens, surtout, je les trouve dingos. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, Waltz, bien sûr, mais DiCaprio, on l'a jamais vu comme ça. Samuel Jackson, mais genre, je crois que c'est son meilleur rôle de toute sa vie, quoi. Yeah, yeah, yeah. C'est incroyablissime, quoi. C'est quand même un sacré film, ce Django. J'imagine que tu as vu l'original, ça n'a absolument rien à voir avec le Corbucci, mais alors genre, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, Franco Nero fait une petite apparition, c'est sympa. Son premier western, donc, ça passe ou ça casse? Ben, en fait, là, ce qu'on disait tout à l'heure sur Death Proof, il retrouve la niaque de repasser au hachoir tout ce qu'il a aimé, tout ce qu'il a vu, et de mélanger western traditionnel, western spaghetti, western postmoderne. Et là, il retrouve de l'audace. Voilà, c'est ça. Il retrouve de l'audace dans ce film-là, sur la bande-son, de mélanger les époques, les comédiens, aller chercher un comédien qu'on n'attend pas forcément, pareil, moi, Jamie Foxx. Et oui, tout est bien. Et il y a à nouveau cette réécriture de l'histoire qui s'est amorcée dans Inglourious Bastard, mais qui est peut-être un peu plus pertinente dans ce film-là. Parce que le film de guerre est quand même ancré dans une certaine réalité, alors que le genre western, il est déjà fantasmatique, en fait. Il est déjà mythologique, il est déjà transposé. Il y a très peu de westerns qui parlent de vraiment la conquête de l'Ouest telle qu'elle était, quoi. C'est toujours déjà fantasmé et déjà une histoire mythologique. Et là, dans cet univers-là, ça me gêne moins qu'il joue avec l'histoire, tu vois. Ouais, je comprends. Alors que ça me gêne à nouveau dans Il était une fois Hollywood, parce que Non, moi, là, je c'est trouve que vraiment avec des faits récents qu'on a pu côtoyer nous-mêmes. le film, franchement, se bonifie à la revoyure. Et du coup, ouais, j'ai un petit regain de confiance. Je dis, ah, ça y est, Tarantino veut refaire du cinéma, c'est cool et tout. J'aime pas forcément les westerns, en plus, moi, c'est pas forcément mon délire de prédilection. Mais là, je trouve quand même que c'est intéressant. Et donc, patatras, deuxième western. Alors, moi, quand on me l'annonce, je fais, ah non, putain, encore un western. Bon, Les 8 salopards. Mais alors, c'est pareil, je trouve ce film très bon. Perso, c'est mon préféré. Moi, je préfère même que Jackie Brown, je pense, ou en tout cas, je les mets au même niveau. Je préfère peut-être pas, mais voilà. C'est celui qui se rapproche le plus de Reservoir Dogs, celui qui est clairement le plus théâtral, parce que là, c'est quasiment en huis clos. J'aime beaucoup le côté le grand silence, tu sais, western italien, là, avec ce blanc incroyable, immaculé, avec le sang sur la neige. C'est un truc vraiment qui me plaît beaucoup, et là qu'on retrouve. Il va chercher Morricone, voilà, qui lui fait un score complètement crépusculaire et tout, c'est hyper intéressant. Et ouais, je suis content, quoi. Je suis content, le film me surprend, je sais pas où ça va, j'ai l'impression de revoir ouais, la suite de Reservoir Dogs quelque part. Je me dis, ouais, trop cool, quoi. Franchement, c'est beaucoup moins auto-référencé, pour le coup, un petit peu quand même, mais là, ça veut vraiment quand même te raconter une histoire avec des trucs absurdes, hein, la lettre est complète. Enfin, il y a toujours des trucs très drôles et complètement décalés. Mais ouais, là,
pour moi, c'est vraiment un de ses meilleurs. Qu'en penses-tu? T'es d'accord avec moi ou pas? Bah alors celui-là, il faudrait que je le revoie. Parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma. En fait, pareil, la fin qui est complètement grand guignolesque, tout ça, ça m'a surpris, mais ça m'a coupé le souffle et j'ai pas eu envie de le revoir. Et là, il s'est un petit peu estompé dans la mémoire et de t'entendre en reparler, j'ai bien envie de le voir. Je, je suis d'accord avec toi pour le côté Reservoir Dogs, c'est vraiment le miroir de Reservoir Dogs. C'est le même principe avec qui ment, qui va survivre à la fin, etc. Il me semble que ça, c'était clairement une pièce de théâtre au départ. Il me semble il avait écrit ça comme une pièce de théâtre et que ça devait être joué à Broadway et, Ah bah, ça m'étonne pas du tout. et qu'il en a fait un film. Il faudrait vérifier parce que c'est Tu me des sources de l'apprends, je savais l'époque. pas, mais ce serait pas étonnant parce que puis Mais il me semble, en fait, on il parle faudrait que je... d'acteurs sortis de nulle part. Walter Ouais. Goggins là, putain la vache quoi. Ah oui, bah Eh, oui, oui, il est dans tellement, Django et dans... il est tellement fou. Enfin, l'acteur, enfin, tu vois, pareil, quoi, résurrection d'acteur. Enfin, tu vois, tu dis, mais pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et tu vois, je sais pas, t'attends des stars, des trucs, putain, en fait, il les enterre tous, quoi. Il est trop, trop fort, quoi. C'est génial, Mais j'adore, moi. dans The Shield, on voyait déjà qu'il jouait super bien. Ouais, ouais, c'est vrai, mais il n'avait pas eu, tu vois, de rôle au cinéma comme ça marquant. Il n'avait pas eu sa chance, et c'est vrai que, putain, il est incroyable. Bah oui, là, tu vois, j'ai un vague souvenir qu'à la fin, j'étais surpris, mais je me souviens plus de ce qui m'a surpris. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant à revoir. Ça me fait souvent ça sur les Hitchcock aussi. Les Hitchcock, il arrive à me surprendre à chaque fois, quoi. Et là, tu m'as donné envie de le revoir, tu vois. Je pourrais pas me prononcer, il faudra refaire une Ok, ok, émission non, avec non, un mais droit de réponse. non, mais il n'y a pas de Et souci. En tout cas, moi, je te le dis, tu vas le revoir. Je pense que tu vas apprécier. Euh, et on conclura donc l'émission sur son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, qui est très intéressant, je trouve, pour plein de raisons. Moi, j'aime beaucoup la mise en abîme du cinéma dans le cinéma, le fait qu'on voit vraiment ces acteurs travailler, répéter, re-répéter, se tromper dans le texte, la caméra, revenir au point de départ, la répétition des plans, des scènes. Enfin, je trouve ça vraiment très, très amusant. Ludique, en plus, ouais, alors là, c'est énormément de références hein, au western italien, enfin, il y a tout plein de choses partout, évidemment. Mais, pour moi, je vais mettre un grand mais, il change donc de studio pour la première fois. C'est plus du tout, voilà, Harvey Weinstein, ça y est, bling, bling, il a disparu dans les limbes des enfers. Donc là, il travaille avec Sony. Et j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il a plus de garde-fous. J'ai vraiment l'impression que Sony, ils étaient prêts à tout pour garder Tarantino. C'est un peu comme, tu vois, Universal avec Oppenheimer. Tu vois, ils ont dit, ah vas-y, c'est bon, tu veux combien? Ouais, tu veux ça? Ouais, bah, tu veux faire exploser une vraie bombe atomique? Vas-y, pas de problème, on y va, quoi. Et que, en fait, on se retrouve devant, tu sais, c'est son film où le plus excentrique, quoi, j'ai l'impression. Toi, vraiment, c'est la démesure. On n'a jamais vu ça chez Tarantino. Tu sais, les plans de bagnole sur le côté, tout en dur, avec tout refait. Tu sais, ils ont refait toutes les constructions, les machins, la lumière sublime et tout, euh, dans des séquences qui parfois racontent pas grand-chose, mais c'est ça qui est intéressant aussi, la lenteur, le truc, tu vois. Et ouais, t'es là, tu te dis, putain, ça envoie hein, quand même. Hein. Mais malheureusement, il faudrait que je le revoie, hein, peut-être, parce que j'ai eu c'est un film, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai fait un rejet un peu du film. Je suis pas rentré dedans, j'ai pas été ému, j'ai pas trouvé l'intrigue intéressante. Et là, j'ai même envie de te dire, même les scènes, tu vois, on disait enchaînement de scènes. Globalement, il y a des scènes qui sont censées être quand même palpitantes si tu les prends indépendamment les unes des autres. Bah là, même pas, tu vois. Là, j'ai trouvé que c'était ronflant vraiment. Des choix artistiques qui m'ont complètement déstabilisé. Par exemple, quand il y a Margot Robbie qui va voir son double cinématographique sur pellicule alors que c'est la vraie sur l'écran. Pourquoi? Enfin, tu vois, il y a tout plein de choses que j'ai pas compris en réalité. J'ai pas compris les intentions, quoi. Euh, et puis, je trouve quand même que, parce qu'il faut en parler,
avoir, dans le dernier acte du film, joué avec la mort de Sharon Tate, tu vois, d'avoir créé un suspense avec la mort de cette comédienne. Enfin, en plus, on sait comment ça s'est passé, c'est dégueulasse. Hein. En réalité, vraiment, de construire un faux suspense avec cet événement-là, perso, ça me gêne. Enfin, je trouve ça un peu vulgaire quand même. Il y a un truc de. J'ai trouvé ça à la limite, j'ai envie de dire pornographique, pas parce que c'est porno, mais un peu dégueu, quoi. Je trouve, tu vois, autant Hitler, ça passe. Par exemple, en plus, il l'a déjà fait, tu vois. Là, et la scène est super, encore une fois, hein, c'est peut-être la meilleure scène du film en réalité. La scène est très bonne, c'est drôle, c'est décomplexé, c'est ultra violent, voilà, donc c'est très tarantinesque, mais ouais, le film il s'est terminé, j'ai dit, il serait pas un peu vain le film quand même? Et là où je suis très étonné, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être un peu tout seul contre des moulins à vent, quoi. Tout le monde adore, la critique partout, c'est génial, son meilleur film, un chef-d'œuvre. Enfin ouais, dans les commentaires sur mes vidéos, les gens, ils adorent Once Upon a Time in Hollywood. Alors que moi, je trouve que c'est presque sans moi. Limite, je crois que je préfère un Glorious Bastard peut-être. Alors peut-être pas quand même, parce que là, je l'ai revu et c'est vrai que c'est quand même voilà. Mais c'est clairement un de ces moins bons pour moi, quoi. T'en penses quoi, toi? Alors, pareil, je l'ai vu qu'une fois au cinéma et j'ai été très déçu, comme toi, je suis pas rentré dedans. Je m'ennuyais même un peu. Alors Ouais. c'est pas un mal de s'ennuyer au cinéma, mais c'est pas ce que j'attendais là, en fait, c'était parfois il y a un ennui, itératif, tu vois? Où tu te balades avec les personnages, mais c'est agréable. Voilà, il y a des films, j'adore beaucoup les films de Tsai Ming-liang, par exemple, hem qui voilà, tu vois des jeunes déambuler en scooter dans les rues et tu vois les néons qui défilent, ils vont jouer aux jeux de hasard dans des trucs et il y a quasi un truc documentaire, hypnotique où tu t'ennuies mais c'est cool, quoi. C'est un ennui, assez agréable. Là, c'était un ennui, je suis sur le côté et je regarde quelqu'un s'amuser avec ses jouets. J'ai l'impression de regarder quelqu'un m'a invité à tester un jeu vidéo et je le regarde jouer, quoi. Et il me dit: Je «C'est super, c'est d'accord. super, en fait, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite». «Ouais, mais je pourrais jouer un moment». «Non, attends, je te montre cet endroit et tout». Et il y a vraiment ce côté-là et comme tu dis, un enfant gâté qui a pu avoir des jouets grandeur nature, de créer, je sais plus combien, je crois qu'il a pu créer un bloc entier d'un quartier de son enfance, quoi. C'est quand même fou, un truc à la Tatyville ou à la Sergio Leone, à Ouais, l'époque, quoi, la démesure, quoi, vraiment. ouais, voilà, enfin mais tu te dis: «Mais à quoi ça sert?» Parce que, justement, ce que j'aimais chez Tarantino, c'est, ce qu'il arrivait à faire avec peu de moyens, quoi. On en revient à Reservoir Dogs, ils sont dans un hangar, on n'a pas vu le hold-up et pourtant on a vu le hold-up et on a vu la ville, on sait où ça se passe, on a tout le hors-champ, malgré tout. Et là, on nous montre, on nous met les yeux en permanence sur le hors-champ. Et comme c'est construit en dur et tout ça, il faut le montrer tout le temps aussi. Donc il y a un côté, regardez, 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 c'est vrai, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et ce côté artificiel m'a complètement sorti du truc. Alors que chez un Léon ou chez un Tati, c'est au service d'autre chose, quoi. C'est justement, Léon, il va te filmer ça comme si de rien n'était, quoi. De manière un petit peu documentaire, tu vois, enfin, c'est là. Oui, effectivement, il y a une rue tout vide dedans. Je me suis fait chier à ce que dans le moindre verre de whisky, ça soit du whisky d'époque, etc. Mais je le filme à la dérobade. Et là, en fait, il te montre que oui, j'ai eu cette poubelle qui n'existait plus, j'ai eu cette voiture, j'ai eu ce lampadaire, etc. C'est surmontré et ça me sort complètement du film. Après, pour l'aspect Sharon Tate, oui, c'est dur de. On connaît l'histoire, mais par exemple, moi, mon fils, il a vu le film, il connaissait pas du tout. Donc pour lui, ça marche pas du tout cet effet de faux suspense, vrai suspense. Pour lui, c'est juste
un personnage qui risque quelque chose et qui finalement s'en sort. Donc il y a pas ce double discours. Et je pense que c'est important pour Tarantino, alors, parce que c'est l'âge d'or, c'est l'époque où il a vécu. Et il me semble que l'assassinat de Sharon Tate, c'est la fin du rêve hippie, et que en fait là, clairement, il veut pas que ça soit la fin, quoi. Et ça, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est dur avec un personnage qui existe vraiment et qui a vraiment eu une fin tragique, voire Ouais, en fait, si tu veux, c'est ambivalent, quoi. Comme je te dis, est-ce que c'est une mauvaise idée? J'en sais rien en réalité, mais moi, je l'ai mal vécu, en tout cas. D'autant plus que ils oui, mais c'est ont... intéressant, ça reste intéressant que tu l'aies mal vécu. Ouais, je l'ai mal vécu parce que, je sais pas, je trouve ça glauque, quoi. Tu vois, mais bon, oui, si tu le sais pas, forcément, hein, c'est moins dérangeant. Et j'ai bien compris les intentions, hein, que c'était un conte de fées, qu'il voulait redéfinir son monde à lui. Enfin voilà, ça, il n'y a pas de souci. N'empêche que, tu vois, ils ont quand même vendu le film sur ça, un peu. Toi, il y avait, voilà, ça a parlé de l'assassinat, il y a Polanski dans le film, machin, enfin, tu vois, c'est quand même un gros argument commercial. Et du coup, moi, j'ai pas trouvé ça très feng shui, quoi. Mais bon. Bah voilà, j'ai envie de te dire, il lui reste un film à faire. Voilà. Il a failli Oui, le oui, faire. oui. Il a failli le faire, The Critic. Et puis finalement, bah, il a tout foutu à la poubelle. Voilà. C'était un film donc sur un critique de film. Encore une mise en abîme. Et lui, ça le connaît, hein, parce que dans le genre critique. Et on se demande bien pourquoi il a arrêté le film. J'imagine, je sais pas, je l'imagine en train d'écrire son scénar, tu vois, en train de faire nanana, ouais, alors ça c'est bien, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu sais, le spec, je sais pas si t'arrives en écriture, tu sais, puis tu as une autre idée qui arrive, ouais, ça serait bien ça. Et nanana, et tu dis, ah ouais, putain, elle est bien cette idée quand même. Et puis tu sais, t'as écrit 200 pages sur 300, tu vois. Et tu fais, ah merde. Et puis ouais, puis en fait, il développe l'autre idée, il fait, ah, putain, j'ai droit qu'à un seul film, en plus, j'ai un seul, j'ai dit que j'en faisais que 10. Puis il fait, ah bordel de merde. Non, bon, ok, c'est relou. Bon, allô John? Ouais, non, en fait, je vais faire autre chose. Ouais, mais tu déconnes, bordel, on a vendu les trucs et tout. Ouais, je m'en fous, vas-y. Et du coup, je me dis que peut-être son critique va devenir autre chose, un bouquin, ou je sais pas, ou qui sortira le scénar, ou qui le vendra à quelqu'un, mais du coup, Une série télé. je suis très curieux de voir, enfin, parce que pour l'instant, on ne sait pas, hein, mais de voir ce que sera son prochain film. Du coup, pourquoi il a abandonné et qu'est-ce qu'il va faire à la place? C'est vraiment, ça m'intrigue énormément. Et puis, ça sera en plus un petit peu l'heure de vérité, dans le sens où, bah, tu l'as bien résumé aussi, je crois qu'on est d'accord tous les deux. Là, c'est l'enfant roi. On lui a donné les clés du royaume. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Et c'est vrai que c'est dangereux, du coup, parce qu'il n'a pas de garde-fou. Eh, rappelez Roger. Rappelez Roger Avary, voilà. Et qui refasse un truc ensemble, je sais pas. Moi, perso, tu vois, pour boucler la boucle, je t'avoue que j'aime bien les westerns, j'aime bien les ceci, j'aime bien les cela, mais le côté gangster, le côté, tu vois, petit costard, chemise blanche, cravate. Moi, c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Moi, s'il pouvait me refaire tu vois, un simili-pulp ou un truc dans le style, je dirais pas non. Moi, la crainte que j'ai, c'est un truc à la Netflix, tu vois. Genre, il arrête là, et puis on vient le chercher dans 4-5 ans, Netflix, et que ça soit un truc horrible, quoi. Ça, je tremble. Mais Non. je sais pas ce qu'il... Non, lui, il fera jamais, parce que pellicule, tout ça, mais... Ah non, mais attends, sur Netflix, rien à foutre, tu vois. Il fera une série télé, puis parce qu'il ouais, j'arrête les films. Ah ben j'ai pas dit que j'arrêtais la télé. Puis il fera une mini-série de 8 épisodes pour Netflix en péloche, parce que tu vois, voilà, à 250 millions, t'inquiète. Ouais, mais est-ce que ça va être bien? Ah bah ça. Non, mais effectivement, un petit retour avec Roger Avary, mais moi, il y a un domaine qu'il voulait faire et qu'il a jamais fait, c'était la science-fiction. Ça, j'aimerais bien voir Ouais, ce qu'il putain, il a ferait failli de faire un ça. Star Trek. Ouais, un Star Trek, mais j'ai Je veux fait un voir. truc, tu vois, c'est un côté théâtral dans une station orbitale, un truc, un huis clos, Ouais, The Thing, quoi. ouais, par exemple, ou Alien, ou ouais, non, mais un truc, je sais pas,
ou un truc international, tu sais. Il y a un traître, je sais pas, enfin, pas forcément space opéra, tu vois, mais un truc Ah ouais, non, moi un j'achète, de toute peu façon, moi, SF. Tarantino, j'achète tout. Hein. Bah voilà, bah écoute, Mais je c'est quoi pense. ton triptyque à toi alors? Parce que tu m'as donné le mien, mais Écoute, là, pour aujourd'hui, hein, ouais. vraiment, c'est ça parce que il y en a un que j'ai un petit peu plus en tête. Donc, bah, je vais te montrer, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, les petits enfants, je vais vous sortir les jaquettes, c'est pas compliqué, hein. C'est donc en première position le meilleur film de l'histoire de l'humanité, Reservoir Dogs. D'ailleurs, il existe un Master 4K absolument sublime, genre tu tombes de ta chaise tellement c'est incroyable et magnifique. Les éditeurs, Metropolitan, allô? Allô? Quand est-ce que vous le sortez en France? Merci, les enfants. Donc, Reservoir Dogs, première position. Pulp Fiction, qui vient de sortir en 4K. Et alors là, c'est pareil, le master est incroyable, mais c'est tellement beau, je te jure, c'est une hallucination. Mais réellement, hein, genre, tu t'y crois même pas, tellement c'est beau, c'est sublimissime. Je crois que c'est Euh, le plus beau en photo, Pulp Fiction. Reservoir Dogs, c'est beau aussi, mais c'est le même chef-op. Hein. Mm. Mais oui, oui, c'est sublime. Et donc le dernier, je dirais Les 8 salopards. Ah oui, quand même. Même si tu vois, même si Jackie Brown, il est vraiment, j'aurais pu sortir Jackie Brown quoi. Mais Bah, c'est vraiment mon 4 préféré. Quoi. tu vois, c'est le cinéma qui sort vainqueur de cette émission parce que tu as réussi à me donner envie de revoir Les 8 salopards. Et Toi, ben tu toi, vas revoir Jackie Brown. ouais, ben moi je vais le revoir ce soir. Tu m'as donné envie de revoir Jackie Brown, tu vois. Eh ben, on va C'est faire trop ça. bon. On s'envoie des textos après. Alors, c'était bien. Ouais. En tout cas, Ed Wood, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait ultra Bah, plaisir. merci à toi de m'inviter, hein. Ça fait toujours plaisir d'être Merci. sur ta chaîne. Bah ouais, merci pour ta pertinence et ta culture. Et je rappelle à tout le monde d'aller s'abonner. Hein. Je vous laisse le lien en description à la chaîne Querelle. Avec ton ami TN, hein, vous dynamitez le YouTube Mm. Ciné Game et ça fait plaisir. Et bah, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo rétrospective Tarantino, la deuxième partie et la dernière. Likez-la si elle vous a plu, divertis un minimum, délikez-la sinon, inondez-nous de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Je dis ça comme un robot moi-même, c'est absolument insupportable. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Ciao.